Henry Cerudo pourrait-il redescendre en flyweight? Paddy Pimblett qui s'estime à 2 victoires de combattre pour la ceinture, mais aussi toutes les actualités majeures du jour. Nous sommes le jeudi 13 février 2025, c'est le moment MMA, soyez tous les bienvenus. Man, how the hell you doing? I've been just fine living life with the noose and in my mind, all I hear is music. Watching your mouth move, damn you look stupid. I feel like everyone's a stranger. Small talk with your narcissist. Ce week-end, en co-main event, nous avons Youssef Zalal face à Calvin Kattar. On va commencer avec le Marocain, Zalal. Il est forcément revenu sur son parcours plutôt atypique. Comme vous le savez, il a combattu à l'UFC, s'est fait remercier, il a été reprendre quelques victoires dans une autre organisation, et maintenant, le revoilà dans la Big League. Depuis son retour, c'est 3 combats pour autant de victoires. Si on compte sa pige de quelques combats dans une autre orga, c'est 6 victoires consécutives. Ce week-end, il est co-main event, face à un adversaire classé et surtout un gros nom. Calvin Kattar, c'est pas n'importe qui. D'ailleurs, il est très reconnaissant envers l'Américain d'avoir accepté le combat. Et autant Zalal est sur une belle série, autant pour Kattar, c'est une autre histoire. Il est sur 3 défaites de suite. Maintenant, comme le dit Zalal, c'est pas contre n'importe qui, c'est contre l'élite de la catégorie. Il est dos au mur et par conséquent, je me prépare à affronter la meilleure version de Calvin Kattar. Concernant le combat, il pense que leur style matche très bien et que s'il veut s'imposer, il devra rester sur ce qu'il a fait lors de ses dernières apparitions. Mais d'après lui, ce qui va surtout faire la différence, c'est son fight IQ. Calvin Kattar, lui, a été assez bref en conférence. Concernant sa série de défaites, il a plutôt relativisé. Face à Emmett, dans le premier combat, c'était extrêmement serré. Il pensait même à l'époque l'avoir remporté. Ensuite, contre Allen, il s'incline sur blessure. Donc c'est assez différent. Et puis enfin, concernant Sterling, c'est une défaite bien sûr, mais contre un ancien champion. Il estime donc ne pas avoir à rougir. On lui a aussi demandé s'il avait hésité à donner sa chance à un combattant qui n'est pas classé. Sa réponse elle est simple. Premièrement, il veut être actif, et comme il ne va pas en rajeunissant, il faut accepter les combats qu'on lui propose. Et puis même si Zalal n'est pas classé, ça reste quelqu'un, comme tous les combattants de l'UFC, de très dangereux. Maintenant, bien sûr, il compte bien lui montrer que pour entrer dans le top 10 ou le top 5, ça demande un certain niveau. Et puis forcément, il assure être en pleine forme et qu'il sera extrêmement compétitif samedi soir. Geoff Neal est revenu sur son dernier combat, celui face à l'ancien champion Rafael Dos Anjos, combat qui s'est terminé assez vite, on s'en souvient, avec une blessure malheureusement du Brésilien au bout de 1 minute 30. Il explique qu'il avait de très bonnes sensations, même si ça n'a pas duré longtemps. La perte de poids s'était très bien passée, ce qui est sûrement lié au fait qu'il est beaucoup plus sérieux sur la diététique et la récupération qu'il ne l'a été par le passé. Sa femme attend un bébé, c'est pour le mois de mars, donc il vise un retour en avril, très peu de temps après. Maintenant, il le dit, hein, si une belle opportunité se présente, avant tout une belle opportunité financière, bien sûr, il n'hésitera pas. Son premier choix, ce serait d'affronter Gilbert Burns. On sait aussi que Prates a demandé à l'affronter, il n'est pas contre. Et puis il ajoute que si l'opportunité d'affronter Covington se présentait, il ne dirait pas non non plus. Henry Cerudo aimerait combattre 2 ou 3 fois cette année. On a demandé à un de ses entraîneurs s'il pourrait redescendre dans la catégorie du dessous, à savoir les flyweight, catégorie de laquelle il a été champion, je le rappelle. Son entraîneur répond simplement qu'ils prennent les combats les uns après les autres, mais ne ferme pas totalement la porte. À Seattle, il affrontera Song Yadong, un adversaire qui a affronté tout le gratin de la catégorie, mais toujours d'après cet entraîneur, Henry a l'expérience des 5 reprises et devrait bénéficier d'un avantage de cardio. Il enchaîne en expliquant que Henry est un lutteur, mais qu'il adore le striking. Cependant, pour s'imposer face à Yadong et mettre toutes les chances de son côté, il devra proposer un combat de MMA et pas seulement de la lutte ou seulement du striking. Et puis, assez réaliste aussi, hein, il reconnaît que même en cas de victoire face aux Chinois, il lui faudra certainement encore au moins une victoire avant d'avoir sa chance à la ceinture, même si tout peut arriver en MMA, bien sûr, surtout quand tu as le nom d'Henry Cerudo, ancien champion des flyweight, ancien champion des poids coqs et ancien champion olympique, je le rappelle, le Triple C, comme il aime se faire appeler. Sinon, Max Holloway a tweeté: on travaille sur la date. Est-ce que ça veut dire qu'il va être de retour prochainement? Je ne sais pas. Je l'espère. On n'a pas de nom d'adversaire. Est-ce que ce sera chez les légers? Est-ce que ce sera chez les plumes? Tout porte à croire qu'aujourd'hui, que sa carrière va se poursuivre chez les poids légers. C'est ce qu'il avait déclaré suite à sa défaite face à Ilia Topuria. Max Holloway, une affaire à suivre.
Paddy Pimblett, lui, aimerait combattre à l'UFC 314, donc ce sera à Miami au mois d'avril. Ensuite, revenir à Abu Dhabi, très certainement au mois d'octobre, contre un adversaire classé dans le top 5. Et puis ensuite, il pense qu'il en aura fait assez pour avoir sa chance à la ceinture. Je sais pas si c'est réalisable. Maintenant, quand tu as un nom comme celui de Paddy Pimblett, quand tu fais autant parler de toi, quand tu es autant suivi, je pense en effet, même si ça va déplaire à certains, peut-être que sportivement, on estimera qu'il n'a pas assez prouvé pour avoir sa chance pour le titre après 2 victoires. Après, tout dépend des adversaires qu'on va lui mettre en face. On jugera peut-être que l'UFC a un peu poussé derrière lui pour qu'il arrive plutôt rapidement à la ceinture. Mais en tout cas, lui, il pense que début 2026, il pourrait avoir sa chance. Qui sera le champion à ce moment-là? Bien sûr, on n'en a aucune idée. Et hier, je vous parlais du petit drama, entre guillemets, entre Dustin Poirier, Paddy Pimblett et Ned Diaz. Poirier s'est de nouveau exprimé. Ce qu'il explique, c'est que Ned Diaz et Paddy Pimblett parlent de lui seulement pour faire du clic et pour faire parler d'eux. Mais devinez quoi, ce sera une légende seulement. Donc sous-entendu, ce ne sera ni l'un ni l'autre. Michael Venom Page, lui aussi, voudrait revenir sur la carte du mois d'avril à Miami. J'avais aussi entendu parler de la carte de Londres. Ça me semblait un peu juste, hein. Londres, c'est au mois de mars, lui a combattu au mois de janvier. Avril, ça lui laisse un mois de plus. Et puis ensuite, pourquoi pas recombattre au mois de juillet et en octobre. Ça lui ferait 4 combats cette année, janvier, avril, juillet, octobre. Il pense que ça ressemblerait à une très bonne année pour lui. En effet, à son âge, je rappelle qu'il arrive dans la deuxième moitié de sa trentaine, bien entamé même. En effet, ça serait être très actif. Qui seront les adversaires? Écoutez, moi, je n'attends pas à ce que Michael Venom Page devienne champion, je n'y crois pas. Maintenant, si on lui met des combats intéressants en face, des combats divertissants, c'est quelque chose que je demande à voir. Fares Ziam, lui, estime qu'il aura peut-être besoin d'encore une victoire avant d'intégrer le top 15 parce qu'il a fait quelques erreurs lors de sa dernière apparition. Il veut être prêt quand il entrera dans le top 15. Je ne sais pas ce que va en penser l'UFC. Suite à son dernier combat, Dana White avait déclaré qu'il méritait d'affronter quelqu'un du top 15. Moi, personnellement, quand je vois Fares Ziam, je vois son évolution. Je me dis pourquoi pas, je pense qu'il a sa place dans ce top 15. Au moins, on peut lui laisser sa chance, bien sûr. Après, ça va être des gros noms, le niveau va être très élevé. Maintenant, si lui ne le sent pas, c'est lui qui fera comme il le sent. Mais je pense que si l'UFC te donne ta chance, il faut la saisir. On verra ce que lui réserve l'avenir. Sean Strickland a rebondi sur les déclarations de son entraîneur, j'en parlais hier, Eric Nicksick. En gros, ce qu'il disait, pour ceux qui n'ont pas suivi, c'est que si Sean Strickland ne veut plus combattre pour la ceinture et qu'il ne veut combattre par exemple que pour l'argent, alors peut-être que leur collaboration professionnelle arrivera à son terme. Ce que répond Strickland, c'est que Nicksick est un ami, qu'il l'apprécie beaucoup, mais qu'en effet, peut-être, lors de son prochain combat, Nicksick ne sera pas dans son coin, qu'il y a énormément de grands entraîneurs dans leur salle et qu'il aimerait que certains d'entre eux puissent l'accompagner en combat, que tout son camp d'entraînement a été extrêmement compliqué, qu'il n'a cessé de répéter que tout allait bien, alors qu'au fond de lui, il savait que ça n'allait pas, mais que ce n'est pas une excuse, que tout le monde connaît des camps d'entraînement difficiles, qu'on a toujours une excuse pour perdre ou pour pas gagner, mais que c'est comme ça. Félicitations à Dricus du Plessis qui est venu pour se battre et pour se donner à fond, qui lui a cassé le nez. Et ensuite, voilà, il continue en expliquant qu'il a encore beaucoup de combats à son contrat, qu'il compte bien les faire, qu'il aime combattre, qu'il aime être en camp d'entraînement et que donc forcément, on le reverra dans l'octogone dans les mois à venir. Une rumeur de combat maintenant, Ponzinibbio pourrait affronter Rodriguez et ça pourrait avoir lieu à l'UFC Iowa le 3 mai prochain. Chael Sonnen et Daniel Cormier vont coacher le TUF, vous le savez, ce seront les deux coachs. Je trouve que la formule peut fonctionner. Sonnen, il a un bon trash talk. Daniel Cormier, il a parfois de bonnes réponses. Je pense que ça peut être très intéressant. C'est deux vétérans. Et ils aimeraient qu'à l'occasion de la finale, Colby Covington et Michael Chiesa s'affrontent. Je trouve que c'est un combat qui fait beaucoup de logique au stade où en sont les deux dans leur carrière. Un combat de vétérans maintenant. On pourrait voir de la très belle lutte, du très beau grappling. Après, comme souvent, parfois, quand deux lutteurs, deux grappleurs s'affrontent, ça se passe debout. C'est pas ce que je veux voir, mais c'est un combat, je pense, que l'on pourrait voir. Curtis Blade, lui, devait affronter Rizvan Kuniev à l'UFC Seattle le 22 février prochain. Maintenant, ça a été déplacé à l'UFC 313 le 8 mars. Et puis là, c'est officiel, Josh Emmett va affronter Lerone Murphy le 5 avril. Ce sera une Fight Night à Las Vegas et ce sera un main event. Très bonne opportunité pour Lerone Murphy, toujours invaincu, face au vétéran Josh Emmett qui frappe très fort, combattant toujours très dangereux, qui a aussi une bonne lutte. Je pense que ça va être un très beau test pour Lerone Murphy.
Et puis on termine avec de la boxe anglaise. Et on a le champion Alexander Usyk qui déclare qu'il lui reste encore 2 combats, qu'il est encore prêt à se préparer pour 2 guerres. Le prochain sera très certainement le vainqueur du combat entre Dubois et Parker. Ensuite, on ne sait pas. Mais ceux qui sont fans de Usyk, profitez-en parce qu'il ne lui reste pas des tonnes de combats devant lui. Apparemment, seulement 2, selon ses déclarations, bien sûr. Écoutez, c'était tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez appris des choses. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, vous abonner, commenter. Et tout de suite, en parlant de commentaires, on passe à votre moment avec la Minute Auditeur. Et je commence avec What's Up My Bro qui me dit Chimaev, c'est indéniable qu'il a un des meilleurs niveaux de lutte de l'UFC, mais la balance entre ses annulations dernière minute, ses adversaires, ses trash talk n'est pas équilibrée avec sa hype si on parle d'accomplissement sportif. Leon Edwards, ne surtout pas le sous-estimer, c'est un des combattants les plus complets de l'UFC, il est ultra rapide et a des déplacements incroyables, hâte de voir son prochain combat. En welter, il serait grand temps que le vrai champion prenne sa ceinture. Shavkat, ça fait 2 ans que j'attends son title shot. Alors Chimaev, je suis d'accord, sa notoriété en a pris un petit coup avec les annulations de dernière minute, les blessures, les maladies, etc. Moi je trouve qu'il est en train de se réinventer, hein, je reviens pas là-dessus, mais avant il était très arrogant. Aujourd'hui il est assez détaché, il prend les choses comme elles viennent. Bon, lui, il a dit en conférence de presse qu'il était devenu père et qu'il n'avait pas envie de donner un mauvais exemple à son fils. Je ne sais pas si c'est vrai, en tout cas il y a un vrai changement qui s'est opéré pour ce qui est de sa personnalité. Leon Edwards, moi j'aime beaucoup, un gars qui est vu comme un striker, mais qui a affronté et battu énormément de lutteurs. Il fait partie de ces strikers, ou en tout cas de ces combattants, qui semblent avoir trouvé un début de réponse aux gros lutteurs qui arrivent dans le MMA. Et j'aime beaucoup son dernier combat contre Bilal Mohamed, il est passé totalement au travers, hein. J'enlève rien à Bilal qui a fait un super combat, bien au contraire. Mais par contre, Leon Edwards, j'ai l'impression, c'est son fantôme qui était présent ce soir-là. J'espère qu'il rebondira. Et s'il revient à son top niveau, on peut parler de lui, je pense, comme d'un futur champion. Même si ça ne sera pas facile, bien sûr. Et puis, Shavkat Rakhmonov, est-ce qu'il deviendra champion? Je ne sais pas. Son combat contre Geoff Neal l'avait rendu un petit peu plus humain. Contre Yann Gary, encore plus. Maintenant, les deux se connaissaient. Gary et Shavkat s'étaient entraînés ensemble par le passé, donc ça a pu altérer sa performance. Il a aussi parlé d'une grosse blessure. En tout cas, il semblerait qu'il va avoir sa chance contre Bilal Mohamed et j'ai vraiment hâte de voir ce combat. Et puis tu continues pour me répondre. Concernant Gary, hein, on parle d'un mec qui prend sa première défaite, donc peut-on savoir jusqu'où il serait allé sans Shavkat sur sa route? Shavkat, c'est la bombe silencieuse, MMA complet, force pure et musculation dense avec une grosse allonge et un instinct de prédateur. Pour Léon, je trouve qu'on a toujours été injuste avec lui. Il a quand même mis un Ousmane au placard avec un des plus beaux highlights de l'histoire de l'UFC. Son kickboxing, ses changements de garde, déplacements et sa défense de lutte, c'est du très lourd. Bilal, malgré sa masterclass en lutte, perdra rapidement sa ceinture. Il est trop peu divertissant et Dana ne lui fera pas de faveur. Je ne sais même pas s'il pourra la défendre une seule fois. Moi, franchement, Bilal Mohamed, Shavkat Rakhmonov, je n'enterre pas Bilal Mohamed. Mohamed, c'est pareil, on l'a vu énormément progresser. Si tu regardes le premier combat entre Edwards et Mohamed, ok, ça s'arrête parce qu'il y a un doigt dans l'œil, mais t'as l'impression que Edwards, il va lui rouler dessus, c'est un rouleau compresseur. Et quand tu vois la revanche, ça n'a rien à voir. Moi, Bilal Mohamed, je l'ai longtemps sous-estimé. Aujourd'hui, c'est terminé. Et j'ai vraiment hâte de voir ce que va donner la suite pour lui, hein, que ce soit Shavkat, Leon Edwards, Ousmane. Bon, Ousmane, j'y crois un peu moins. Yann Gary, dans les années à venir, dans les mois à venir, s'il reste champion. Il y a d'énormes combats qui viennent pour lui et j'ai vraiment hâte de voir ça. Sonatine, les propos de Chimaev m'ont fait penser à ceux de John Jones, que je comprenais comme ça. Je peux perdre mon invincibilité, donc autant avoir un gros chèque. En tout cas, c'est l'un des combats que j'attends le plus cette année. Tu parles de Chimaev contre DDP. Oui, c'est ça, Chimaev, ce qu'il a expliqué aussi, c'est que lui, il gagne très bien sa vie sans être champion. Donc en gros, s'il y a un gros combat qui arrive pour lui, bah, il veut être rémunéré pour, forcément. Moi, je pense que c'est de la négociation, hein. Tu peux pas arriver à l'UFC et dire que tu vas rouler sur tout le monde, que t'es le meilleur, et puis quand t'es aux portes de la ceinture, quand t'as plus qu'à dire oui, dire ah bah non, je suis pas assez bien payé. Vu qui il est, je pense qu'une fois champion, il va faire énormément d'argent. En plus, maintenant, on le sait, hein, il vit aux Émirats Arabes Unis. Je pense que là-bas, il est pas malheureux. Il était très proche, on le sait, très proche de Kadyrov. Il a dû avoir de l'argent. Aux Émirats Arabes Unis, je sais pas ce qu'il fait vraiment, mais je suppose que s'il donne des cours, il doit être énormément rémunéré pour ça. Et il a peut-être même pas besoin de donner des cours d'ailleurs, hein, je dis peut-être n'importe quoi. Mais je pense qu'il est pas malheureux chez MF et qu'une fois champion, l'argent risque de couler à flot pour lui. Je continue avec Slim Case LOL qui me dit tu ne penses pas que c'est assez traquenard pour Imavov par rapport à ce qui se profile? Je m'explique. Si Chimaev a le prochain combat pour la ceinture,
Imavov a déjà dit qu'il n'attendrait pas un an. Il combattra pour rester actif. Et il a raison, il ne peut pas rester sans rythme pendant un an et se présenter contre un DDP aussi énergivore. Mais du coup, il devra prendre le risque de taper un mec moins bien classé que lui. Mais derrière, il n'y a que des tueurs à gages. Allen, contre qui le combat était ultra serré. S'il gagne son prochain combat, je mets ma main à couper qu'il fera un call pour une revanche, mais cette fois aux États-Unis. C'est fort possible. Mais je vois aussi la possibilité pour l'UFC de le matcher contre Borayo, qui est sur une énorme série de victoires. Et même s'il n'est que 7ème, il a un potentiel de vente supérieur à Imavov. Je suis d'accord avec toi, il est très populaire. Ça ne sera pas la première fois que l'UFC fasse une opposition pour boost une carrière et en freiner une dans le même temps. Bref, quel que soit son prochain match-up, il a interdiction de perdre ou il passera de premier ou second challenger pour la ceinture à aucun challenge possible avant un moment. Oui, forcément, ça va être très dur pour lui, hein. Là, il n'y a que des tueurs dans la catégorie. Je sais plus qui me disait l'autre jour, j'ai l'impression qu'il a plus à perdre qu'à gagner. Je crois que c'est un de vous qui me parlait d'Imavov. C'est vrai, hein, Imavov n'étant pas très populaire, s'il prend une défaite contre Borayo, il risque de dégringoler dans les classements, alors que Borayo, lui, aura sa chance pour le titre, très certainement. Maintenant, comme je le dis, on en parlait l'autre jour, quand tu es un combattant, tu veux combattre, tu veux affronter les meilleurs, tu veux montrer qu'il n'y a aucun doute. Ça peut être frustrant parfois de ne pas avoir ta chance à la ceinture, mais la chance, je suis convaincu qu'elle viendra avec les résultats sportifs. Et l'histoire n'en sera que plus belle d'après moi, mais en effet, Imavov est dans une situation très particulière. Les amis, c'était tout pour aujourd'hui. J'espère qu'on se retrouve demain pour un dernier mot de cette UFC qui arrive ce week-end. La semaine prochaine, vous le savez, je ne serai pas là, il n'y aura pas d'émission. On se retrouvera dans une bonne semaine maintenant, un bon 10 jours à compter d'aujourd'hui. Mais j'espère que demain ce sera jouable. Et si c'est le cas, je vous souhaite à tous une très bonne soirée. Et à demain, 17h. Salut.